Vous cherchez une bonne raison de visiter Sofia? L'or, l'argent, les bijoux et les tiares du musée archéologique national, installé dans l'ancienne grande mosquée ottomane et qui abrite une exposition temporaire sur les guerriers thraces, Thracian Warriors, y est donnée actuellement et ce jusqu'au 30 novembre 2022. C'est le moment de découvrir des farouches guerriers qui couraient sus à l'ennemi dans des armures guillochées d'or, brandissant des épées de fer ou de bronze à poignées ciselées d'or et d'argent, la tête couverte de casques à barbe ou de visières à sourcils en forme de serpent. Ils montaient des chevaux ornés comme des icônes de clous et de plaques d'argent et d'or sur leur harnais, les sabots enrobés d'une mince semelle d'or. Ces guerriers n'avaient pas d'écriture et leur langue s'est totalement perdue. Ils sont peu connus du public et pourtant, ils ont été parmi les premiers et les plus grands orfèvres depuis l'âge du bronze jusqu'à leur disparition au 1er siècle de notre ère. Homère en parle dans l'Iliade comme de fameux combattants. Et la mythologie grecque raconte avec force détail les combats et les conflits de ces bagarreurs. Présents entre le Xe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, ils vivaient sur le territoire de l'actuelle Bulgarie, débordant sur la Roumanie et le nord des cités-États grecques. Une quarantaine de tribus, chacune avec son roi, presque égal à un dieu, même langue, même culture. Les Grecs craignaient le jour où un roi plus puissant les réunirait en un royaume conquérant qui les balayerait vers le sud. Mais cela ne s'est jamais produit, car les guerriers thraces aimaient la guerre pour la guerre. Ils étaient de tous les combats, mercenaires avec Rome et contre Rome, mercenaires avec les Grecs et contre les Grecs, et bien sûr contre toutes les autres tribus thraces. Il n'était pas rare dans une guerre de trouver dans les deux camps des mercenaires thraces, chacun prêt à courir étriper son frère sans état d'âme. Jusqu'aux confins de la Perse ou de la mer Noire, ils avaient la réputation d'être féroces, assoiffés de sang, extravagants et fougueux, sauvages et impatients, désobéissant même à leur propre chef. Bons alliés, vaillants et sans peur dans un combat, mais mauvais ennemis, brutaux, pillards et sans pitié. Bref, des vedettes. D'ailleurs, le Thrace le plus célèbre, connu même de ceux qui n'ont jamais entendu parler des Thraces, était Spartacus, le commandant de la dernière rébellion d'esclaves contre Rome en 73-71 avant Jésus-Christ, alias Kirk Douglas pour les fans d'histoire de gladiateurs. Les Thraces enterraient leurs chefs dans des mausolées de pierre sous des tumulus, avec leurs armes et leurs armures complètes, parfois avec leurs chevaux, des couronnes en or, des amphores, des vases de libation, de nombreux objets guerriers ou décoratifs, des bijoux et des accessoires du harnachement de leur cheval. Et souvent également un ou deux bustes sculptés de l'occupant des lieux. Ce qui fait que, même sans écriture, et grâce aux écrits des anciens Grecs et Romains, de nombreux détails de leur vie ont pu être connus, et de nombreuses tombes sont sans doute encore à découvrir. Le roi Cétès III est l'exemple type du guerrier thrace, courageux, têtu, et celui-là malchanceux. Il a régné sur le royaume des Odryses de 331 à 300 avant Jésus-Christ. À cette époque, il était le vassal d'Alexandre le Grand de Macédoine, et bien sûr, il commença son règne par une révolte contre son suzerain en 325 avant Jésus-Christ. Il fut défait, mais à la mort d'Alexandre le Grand, il se remet en selle et en guerre contre son successeur en 323 avant Jésus-Christ, alors que son fils Cotys II prend la citoyenneté athénienne, bel exemple des contradictions des Thraces. Il est encore battu et se résigne. Il en profite pour construire sa capitale, Setopolis, au centre du territoire thrace, capitale qui deviendra Kazanlak, célèbre pour la magnifique tombe riche d'un inestimable trésor qu'on y découvrira au XXe siècle.
Cette ville avait des rues rectilignes et un système moderne de distribution d'eau. Le palais royal était aussi un temple et une forteresse et couvrait une surface de 1600 mètres carrés. Cétès repart en guerre contre son suzerain Lysimaque en 313 avant Jésus-Christ. Cette constance dans la rébellion n'aura pas plus d'effet et il est encore battu. Il meurt en l'an 300 avant Jésus-Christ et peu après, la Thrace devient vassale de Ptolémée II. Ce roi batailleur et bâtisseur aura cependant la chance d'être enseveli dans une tombe qui est restée inviolée jusqu'à sa découverte en 2004. À l'entrée, les archéologues ont trouvé un buste en bronze du roi si parfaitement exécuté, si réaliste, qu'on a l'impression qu'il vous suit de ses yeux d'ivoire et d'obsidienne. Le nom du roi inscrit sur un casque identifie l'occupant avec certitude. Il était entouré de plus de 130 objets précieux, dont 1 kilogramme de somptueux bijoux en or. La destinée de Sétopolis est encore plus étrange. Découverte en 1948 par les constructeurs d'un barrage sur la rivière Tunja, elle fut fouillée et décrite soigneusement par les archéologues avant d'être engloutie par le lac de barrage Koprinka. La malédiction de Cétès III, ou plutôt la chance de Cétès III. Car en 2005, l'architecte bulgare Željko Tilev a proposé la construction d'un mur de barrage autour des ruines de Sétopolis pour y faire revivre la cité engloutie. La recherche des fonds nécessaires pour la construction d'une digue circulaire autour de la cité restaurée et en plein milieu du lac est toujours en cours. Les touristes pourraient s'y rendre par bateau. Si ce projet arrive un jour à sa bonne conclusion, ce sera certainement une autre très très bonne raison de visiter Kazan Lak.